Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 25 janvier. « 111e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, les villes de Rafah et Khan Younes au sud, particulièrement visées par les forces israéliennes, ayant assassiné ce jeudi des civils lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire. Séquestration de femmes et d'enfants palestiniens ce jeudi par l'armée sioniste à Khan Younes après avoir pris d'assaut leur maison à coups de tirs d'artillerie et autres armes de destruction. Coopération algéro-américaine, le groupe Madar et l'entreprise américaine Risol signent un mémorandum d'entente visant à développer conjointement un projet intégré d'industrie sucrière. Et puis les agriculteurs se font entendre en Europe. Le monde rural s'oppose à celui des élites et institutions accusées d'être déconnectées de la réalité. Bonsoir à tous. Au 111e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, les villes de Rafah et Khan Younes au sud sont particulièrement visées par les forces israéliennes qui s'acharnent contre les civils. Ce jeudi, lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire, des Palestiniens ont été pris pour cible par l'armée sioniste. Depuis le début de cette agression, plus de 25 700 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 63 700 ont été blessés. Sohila Kilal. Encore sous le choc des frappes sionistes qu'ils viennent de subir, les habitants de ce quartier de Rafah inspectent les décombres tandis que les familles des martyrs pleurent à chaudes larmes la perte de leurs proches. Parmi les martyrs, des enfants en bas âge. 2 enfants et leur père sont tombés en martyrs. C'était mes neveux. Mes amis et moi nous rendions à la mosquée pour prier lorsque nous avons appris la nouvelle. Comme vous pouvez le voir, ils nous ont détruits. Du côté de Khan Younes, les forces sionistes continuent de mener des bombardements intensifs. Les chars ont bombardé les cibles autour des 2 principaux hôpitaux de la ville, encore en activité, piégeant les équipes médicales, les patients et les personnes déplacées qui s'abritaient à l'intérieur et à proximité. Les autorités sanitaires ont fait état d'au moins 50 Palestiniens tués au cours des dernières 24 heures. Les blessures proviennent du rond-point du soldat inconnu à Bni Souhaïla, à l'est de Khan Younes. Il y a des blessés dans la rue. Nous avons déplacé tout ce que nous pouvions. Nous ne pouvions pas le faire à cause des tirs. Il y a des martyrs dans la rue. Une scène glaçante du côté du quartier Zaytoun au sud-est de Gaza, où des Palestiniens en panique tentent de fuir les lieux sous une pluie de rafales sionistes. Venus récupérer des aides humanitaires, ces Gazaouis ont été accueillis par les balles sionistes. Le bilan est lourd, pas moins de 20 martyrs et plus de 150 blessés. Les gens allaient chercher de la nourriture et de la farine car ils n'avaient rien à manger. Soudain, des chars sont apparus et ont commencé à tirer des obus sur les gens qui ont été découpés en morceaux. La situation explosive qui règne à Khan Younes pousse les Gazaouis à partir une énième fois sans savoir réellement où aller. L'armée sioniste a indiqué avoir encerclé cette ville du sud de l'enclave, appelant la population locale à partir vers Rafah, plus au sud à la frontière avec l'Égypte. Mais les bombardements intensifs rendent dangereux tout déplacement. Et en Cisjordanie occupée, l'entité sioniste multiplie les assauts. Dernier en date, celui de Jenin, où un jeune homme est tombé en martyr. Plusieurs Palestiniens se sont recueillis ce jeudi près du corps de Wissem Khashan, âgé de 24 ans, tué au cours d'un raid des forces sionistes dans la ville de Bir el-Bacha.
Mon fils me disait de reculer ou de m'allonger sur le sol. Il ne voulait pas que je sois blessée. Il s'est heurté à eux alors qu'il était derrière la fenêtre. Et lorsqu'il est sorti, ils l'ont tué sur le coup. Il avait l'intention de se fiancer, mais Dieu merci, il n'y a rien mieux que le martyre. Il l'a obtenu. Il a été emprisonné 3 fois depuis 2015. Et je vous en parlais en titre, plusieurs femmes et enfants palestiniens ont été séquestrés ce jeudi par l'armée sioniste à Khan Younes, au sud de Gaza, après avoir pris d'assaut leur maison à coups de tirs d'artillerie et autres armes de destruction. Les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut un immeuble résidentiel où ils ont arrêté tous les hommes qui s'y trouvaient, emmené les femmes et les enfants au siège du Croissant Rouge et les ont détenus à l'intérieur. Outre les dizaines de personnes arrêtées à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté plus de 20 Palestiniens en Cisjordanie occupée, notamment à Jenin, Ramallah, Khalil, Toubas et Bethléem, ainsi qu'à Naplouse. Depuis le 7 octobre, plus de 6280 Palestiniens ont été arrêtés par les forces israéliennes. Et dans le même contexte, le Comité international de la Croix-Rouge a mis en garde ce jeudi contre les dangers qui guettent des milliers de personnes blessées dans le sud de la bande de Gaza si un certain nombre d'établissements hospitaliers importants cessaient de fonctionner en raison notamment du manque d'équipements, de produits et de médicaments vitaux. Selon cette organisation internationale, actuellement, près de 2 millions de personnes dans la bande de Gaza ne disposent que du complexe médical Nasser et de l'hôpital européen de Gaza. Et de leur côté, des responsables onusiens ont réitéré leurs inquiétudes concernant le sort de Palestiniens de la bande de Gaza confrontés aux ordres d'évacuation imposés par l'entité sioniste et la détérioration de la situation humanitaire, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni pour une deuxième journée de débat sur les agressions génocidaires menées par les forces de l'occupation depuis près de 4 mois. Et la Jordanie a condamné dans les termes les plus forts le ciblage par les forces de l'occupation sioniste d'un établissement de l'Office des secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, estimant que cet acte contredisait toutes les valeurs humaines et morales. Et les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut ce jeudi également les quartiers d'El Irsel et Ain el-Misbah dans la ville de Ramallah, s'en prenant aux maisons des Palestiniens à l'aide de dizaines de véhicules militaires. Et c'est demain que la Cour internationale de justice rendra sa décision sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud, qui a porté plainte contre l'entité sioniste pour génocide ciblant les Palestiniens de Gaza. La Cour, la plus haute juridiction de l'ONU, pourrait potentiellement ordonner à l'entité sioniste d'arrêter sa guerre en cours à Gaza. Les ordonnances de la CIJ qui tranchent les différends entre pays sont juridiquement contraignantes et sans appel. Et ce que beaucoup d'observateurs craignaient se concrétise chaque jour un peu plus. Le conflit se propage, notamment au Liban, en Irak, en Syrie et particulièrement au Yémen, où les Houthis ont manifesté ce jeudi près de la capitale Sanaa en soutien aux Palestiniens et contre les récentes frappes menées par les États-Unis contre des cibles Houthis. Les Bani al-Harith, comme d'autres tribus du Yémen, sont aujourd'hui présents dans leur position armée avec leur présence distinguée sur tous les fronts et dans toutes les situations.
Bani al-Harith est présent sur terre et en mer derrière les dirigeants Houthis. Ils sont présents aujourd'hui face aux ennemis. Le spectacle que vous verrez ne représente qu'une petite partie de la population de ce district qui est sortie en réponse à l'appel du commandant, que Dieu le protège, à une mobilisation générale pour affronter les ennemis. La direction de Bani al-Harith est sortie avec ses hommes et ses armes. Elle est venue dire à l'Amérique et à tous les agents du mal que nous sommes prêts à les affronter et que nous serons l'épée qui leur coupera la tête de la surface de la terre. Si Dieu le veut, nous sommes prêts avec nos hommes et nous leur présenterons un défilé militaire avec 5000 combattants prêts avec leurs armes et leurs équipements. Auparavant, les Houthis du Yémen ont annoncé avoir ciblé un certain nombre de navires de guerre américains avec des missiles balistiques dans le golfe d'Aden et à Bab el-Mandeb alors qu'ils protégeaient 2 navires commerciaux américains. Et dans ce contexte régional, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que la politique américaine au Moyen-Orient n'avait conduit qu'à des tragédies dans la région. Il s'exprimait depuis le siège des Nations Unies à New York. À mon avis, les conséquences de la politique américaine dans la région sont comprises à peu près de la même manière par toutes les parties. Au cours de la dernière décennie, chaque aventure entreprise par les États-Unis dans la région était simplement parce qu'ils pensaient avoir été confrontés à des menaces pour sa sécurité. Chaque aventure était pour ses propres intérêts fondamentaux en matière de sécurité et n'a apporté aucune meilleure situation aux pays concernés. Même certains pays n'existent pratiquement pas maintenant. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, coopération algéro-américaine, l'entreprise Tafadi spécialisée dans le raffinage du sucre en Algérie, filiale du groupe Madar, a signé un mémorandum d'entente avec l'entreprise américaine Risol visant à développer conjointement un projet intégré d'industrie sucrière. Un document paraphé hier soir à Alger par les représentants des 2 sociétés en marge d'une rencontre entre le groupe Madar et une délégation d'affaires américaine en visite en Algérie organisée par le Conseil d'affaires algéro-américain. Et on est très heureux au Conseil d'affaires d'avoir finalement finir une mission comme ça avec une signature d'un accord qui prouve qu'en Algérie on peut faire des affaires par un partenariat où les 2 parties gagnent. Il n'y en a pas un qui gagne plus que l'autre. Bien au contraire, l'Algérie est très heureux d'avoir donc rencontré le groupe Madar qui a un portefeuille extraordinaire, tout en transversal, avec plusieurs secteurs. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous réconforte énormément et qui va nous encourager à travailler davantage. Je crois que l'année 2024 démarre parfaitement. Je crois que ça va être une année où l'Algérie va être un petit peu à un autre niveau, considéré à un autre niveau pour l'investissement. Ce fut une journée merveilleuse à Alger. Les États-Unis sont considérés comme un partenaire commercial de l'Algérie. Ce partenariat est appelé à se développer pour être plus fructueux. Notre rôle dans ce Conseil des affaires algéro-américain est de renforcer et approfondir nos relations. Cette signature de mémorandum d'entente pour l'investissement dans l'usine de production de sucre du sud du pays n'est que le début pour un niveau plus élevé de coopération entre nos 2 pays. Allez, parlons de politique en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Tidjane Thiam a pris officiellement ses fonctions pour diriger le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Il avait été élu lors d'un congrès organisé le 22 décembre dernier à Yamoussoukro.
Une délégation de la CEDEAO est attendue au Niger après les sanctions économiques mises en place après le coup d'État du 26 juillet. Ces sanctions ont touché de manière importante le budget et l'économie de l'État. Et en Europe, je vous en parlais en titre, aux quatre coins du continent, la colère des agriculteurs se fait entendre, bien que les motivations divergent. Le mécontentement est similaire. Le monde rural s'oppose à celui des élites et institutions accusées d'être déconnectées de la réalité. Détail avec Safouane Ben Sabri. C'est une colère qui gronde et qui ne cesse de prendre de l'ampleur en Europe. De l'Allemagne aux Pays-Bas en passant par la France et la Roumanie, les agriculteurs européens laissent éclater une colère muette depuis longtemps. Bureaucratie excessive, concurrence écrasante, hausse des prix des carburants et revenus médiocres. Les raisons de la colère sont multiples. En France, c'est la France d'en bas qui fait face à celle d'en haut. Les agriculteurs français sont depuis des années confrontés à un taux de suicide anormalement élevé, alors qu'une note du renseignement français avertit sur un risque de dérapage si le mouvement ne s'estompe pas. De leur côté, les agriculteurs sont déterminés. Il y a une vraie souffrance. Il y a une vraie souffrance parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont la plupart de nos exploitations clôturé leurs comptes. Et quand ils ont la ligne tout en bas, oui, ils se sont dit non, là ça va plus. Quand tout le monde est dans le rouge, à un moment donné, stop. L'exaspération a gagné plusieurs nations européennes. En Pologne, Hongrie ou en Bulgarie, les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale venant de l'Ukraine. Ce pays en guerre qui bénéficie de toutes les aides de Bruxelles aux dépens des producteurs nationaux qui fustigent Kiev, accusé de brader le prix de ses céréales. Le soutien à l'Ukraine demeure cependant un sujet non négociable pour les dirigeants européens. En Allemagne, modèle économique européen pour ses pairs, le gouvernement n'est pas épargné par la colère de la classe agricole. Les producteurs reprochent à Olaf Scholz d'augmenter les taxes sur le diesel. Le chancelier allemand cherche à faire des économies de budget dans un contexte énergétique fragilisé par le conflit en Ukraine. Quelques jours après le sommet de Davos, c'est au tour de l'Europe d'en bas de prendre la parole. Elle accuse les élites de Bruxelles de les laisser pour compte dans une mondialisation dévorante. Et dans ce contexte de tension, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé ce jeudi un dialogue stratégique avec le secteur agricole, y voyant un moyen de surmonter la polarisation, notamment sur les législations environnementales, sur fond de manifestations à travers l'Europe. That we all have the same sense of urgency. Nous avons tous le même sentiment d'urgence, à savoir que les choses doivent s'améliorer et que nous devons trouver une nouvelle voie et des solutions communes et durables aux problèmes dont vous êtes tous très conscients. Dans l'actualité également, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir abattu hier un avion de transport militaire russe au-dessus de la région frontalière de Belgorod, tuant tous ses occupants, dont 65 prisonniers ukrainiens, selon Moscou, qui appelle à une session d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter de ce crash. Des prisonniers de guerre ukrainiens ont été transportés dans la région de Belgorod pour le prochain échange convenu entre Moscou et Kiev. Au lieu de cet échange, la partie ukrainienne de la région de Kharkiv a lancé une attaque de missiles anti-aériens contre cet avion qui s'est avérée fatale. Nous avons déjà demandé il y a environ 1 heure à 1h30 une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU à 15h, heure de New York. Et nous espérons vivement que la présidence française assumera ses responsabilités et programmera une telle réunion dès que possible. L'image de l'Union européenne est en jeu, c'est ce qu'a affirmé Pékin ce jeudi après que Bruxelles a dévoilé la veille une série d'initiatives pour protéger ses intérêts économiques et notamment ses technologies sensibles. La Chine a dans ce sens appelé Bruxelles à ne pas prendre des mesures anti-mondialisation.
Concernant les restrictions commerciales de l'Union européenne, nous avons pris connaissance de rapports pertinents selon lesquels, ces dernières années, la communauté internationale est très inquiète de l'unilatéralisme protectionniste européen dans les secteurs économiques et commerciaux. Les tendances actuelles ne font qu'intensifier ces inquiétudes. Nous espérons que l'Union européenne respectera le libre-échange, la libre concurrence et la coopération ouverte, qui sont des normes fondamentales de l'économie de marché, suivra les règles de l'OMC et évitera de prendre des mesures anti-mondialisation et pansécuritaires. Allez, direction l'Amérique latine, où des dizaines de milliers d'Argentins ont manifesté hier contre les réformes d'austérité du président ultralibéral argentin Javier Milei, confronté à une grève générale et à sa première contestation d'ampleur après un mois et demi au pouvoir, et ce à l'appel du principal syndicat argentin, la CGT. Et en Équateur, les membres des 22 gangs criminels recensés dans le pays sont désormais considérés comme des terroristes et des cibles militaires, alors que le pays a été reconnu en état de conflit armé interne. Plus de 3200 terroristes ont été arrêtés et 5 ont été tués. Des véhicules, bateaux, armes et autres explosifs ont été saisis en nombre, ainsi que 22 tonnes de drogue. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.